Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Je suis aussi excitée que si on m'avait permis de rentrer dans le coffre-fort de la Banque de France sans effraction. En fait, je suis à l'université Paris-Dauphine et on va parler de Parcoursup vu d'un établissement supérieur, vu d'une formation qui cherche des candidats. Bonjour Hélène. Bonjour Perrine, merci beaucoup. Donc, alors je me présente rapidement. Donc, je suis Hélène Lenoble. Je suis maîtresse de conférences en économie dans cette université depuis très très longtemps. Et je suis membre d'une des commissions d'examen des vœux de Parcoursup de l'établissement. Voilà. Donc, j'espère pouvoir répondre à vos questions sur Parcoursup du point de vue d'un établissement. Alors, sachant que je prends déjà une petite précaution, on est un établissement dit sélectif, donc avec un nombre de candidatures très important, peu de place et des critères de sélection qui sont extrêmement exigeants. Donc, ce que je vais dire vaut pour toutes les formations sélectives dans l'enseignement supérieur en France, dans Parcoursup. C'est pour ça que je suis venue pour vous interviewer, pour que vous nous racontiez comment ça se passe de votre côté. On va essayer de rassurer, de faire tomber des mythes, tomber des idées reçues, préconçues et fausses. Hélène, comme moi, sommes convaincus que Parcoursup est un outil qui apporte beaucoup de choses. Et on va commencer par ça, peut-être, justement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, établissement supérieur ? Alors, ce que ça a changé, j'imagine, Perrine, que vous avez en tête par rapport à APB, mais il faut dire que nous, notre établissement n'était pas dans APB. Nous avions notre propre plateforme de sélection qui s'appelait Boléro, un clin d'œil à Ravel, qui était le pré-APB. Et donc, c'est difficile pour moi de comparer avec APB et de dire ce que Parcoursup a changé relativement à cet ancien système. Ce que je peux dire, c'est qu'en comparaison avec notre propre plateforme, Parcoursup nous permet d'avoir un ensemble d'informations qui est exceptionnel. Et des données qui sont complètement sécurisées, puisque déversées en particulier pour ce qui est des notes par les établissements. Alors qu'auparavant, quand on candidatait chez nous, via notre propre plateforme, eh bien, les candidats saisissaient leurs notes et on avait un gros travail de vérification à faire. Et alors que maintenant, Parcoursup nous met à disposition toutes ces données extrêmement riches et qui sont globalement sécurisées. Oui, d'accord, je comprends. Donc, vous avez décidé... Paris-Dauphine, l'université... On nous a demandé de rentrer dans Parcoursup et on y a vu suffisamment d'avantages pour le faire, en fait. D'accord, oui, très bien. Fait. Depuis que vous y êtes, est-ce que, de votre côté, après ça va être un peu moins le sujet, mais est-ce que en tant que formation, en tant qu'établissement supérieur, est-ce que c'est facile ? Oui, alors c'est facile parce que l'outil est très bien fait. Du point de vue des formations, l'interface formation, elle est très ergonomique, elle est très bien faite. Il y a une aide... technique et une aide qui est phénoménale. Enfin, il y a quand même des moyens très importants qui ont été mis derrière la plateforme. Donc ça a été assez facile et ça a été d'autant plus facile que nous avions déjà une grande habitude de la sélection des candidats. Et donc en fait, le processus de sélection lui-même, il n'a pas changé parce que, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'entretien, mais Parcoursup, c'est une plateforme de candidature et d'affectation, mais Parcoursup ne fait pas de sélection. Ce sont les établissements qui font la sélection. Et donc nous, on a toujours fait de la sélection. On savait le faire, et c'est juste que Parcoursup nous a permis de le faire avec plus d'informations, et encore une fois, plus sécurisé. Vous avez plutôt gagné de l'information. Tout à fait. Une procédure, de même que les étudiants et leurs familles ont un seul endroit, une seule interface pour candidater dans de multiples formations, à la fois à Dauphine, à l'université Paris-Dauphine, mais également ailleurs. Est-ce que vous avez quand même des contraintes ? J'imagine qu'il y a un calendrier. Avant les contraintes, je voudrais revenir sur quand même un avantage, parce que ce qui a à voir avec ce que vous venez de dire, ce qui a été très enrichissant pour nous en tant qu'établissement, c'est que cette facilité à candidater a fait qu'on a considérablement augmenté notre nombre de candidats.
Et ils sont beaucoup plus diversifiés. Parce qu'avant la démarche de candidater à Dauphine, il fallait aller dans une plateforme spécifique, il fallait aller voir les professeurs de son lycée, le chef d'établissement ou la chef d'établissement pour avoir un avis, il fallait faire un dossier particulier. Ça impose des barrières à l'entrée qui sont très problématiques pour certains candidats, alors que là, candidater à Dauphine, c'est un clic dans Parcoursup. Ça se fait très simplement. Et donc, on a élargi notre base de candidature et maintenant, on a des profils de candidats qui, avant, ne candidataient pas chez nous, qui sont éloignés, qui sont dans des lycées ruraux, qui ne connaissaient pas forcément très bien Dauphine, qu'on n'avait jamais beaucoup entendu parler. Mais là, c'est facile pour eux de candidater. Et donc, on a un vivier maintenant beaucoup plus diversifié, beaucoup plus important. Et ça, c'est très bien. Et alors, donc après, la question, c'était sur les contraintes. Mais en fait, je suis en train de réfléchir. J'ai une question avant, quand même. Pas de souci. Quelque chose à dire. En fait, je trouve ça génial de vous parler parce que vous n'êtes pas un personnel administratif qui est en charge de cette procédure, mais vous êtes, en tout cas pour votre formation, maître de conférence, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment partie prenante et en fait, vous allez chercher les candidats que vous allez avoir en face de vous l'année prochaine, donc que vous avez envie d'avoir en face de vous, et puis vous savez ce qu'ils vont devoir affronter, et donc c'est intéressant parce que c'est très concret en fait. Oui, alors c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'idée de sélection dans l'enseignement supérieur, ça fait peur, c'est un peu tabou, voire même c'est mal vu. Mais il faut bien voir que du point de vue des établissements et donc des enseignants, de nous qui travaillons et qui formons les étudiants, la sélection c'est d'abord pour la réussite de l'étudiant. C'est-à-dire que nous, on veut faire rentrer chez nous des candidats qui vont s'épanouir, qui vont profiter de notre formation et donc qui vont réussir. Et donc, on fait en sorte, on essaye de s'assurer qu'ils ont les capacités de réussir chez nous. Donc, on a un certain niveau d'exigence qui est lié par exemple, typiquement, moi, je suis dans une formation qui est assez complète, qui est très diversifiée et qui exige des profils qui sont à la fois à l'aise avec les matières quantitatives et avec les matières plus littéraires. Donc, il faut un profil quand même assez complet parce que on a une formation qui est pluridisciplinaire. Et donc, on va s'assurer d'avoir des profils comme ça. Prendre des gens qui sont très scientifiques, mais qui ont après des difficultés dans les matières plus littéraires, ça va poser problème. Prendre des gens qui sont très à l'aise avec les matières littéraires, mais qui vont avoir des difficultés dans les matières quantitatives, ça va poser problème. Donc, nous, on va s'assurer d'avoir des profils qui sont très équilibrés entre le côté plus littéraire et plus mathématique. Donc, la sélection, c'est ça. C'est en fait pour faire réussir les étudiants. Et il y a un autre volet à la sélection, c'est aussi une volonté de favoriser l'égalité des chances. Et donc, on va tenir compte dans la sélection, ne serait-ce que parce qu'en tant que formation sélective, on a un quota de boursiers qui est imposé par le rectorat. On va tenir compte de cette dimension un peu égalité des chances pour faire émerger des profils qui ont la capacité de réussir, mais qu'on va aller chercher, qu'on va attirer chez nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces candidats qui viennent de lycées ruraux, qui sont assez loin de nous, nous, on est un établissement parisien du 16e arrondissement en plus. C'est important pour nous de les attirer et de les faire venir chez nous pour apporter de la diversité. Donc c'est ça que fait la sélection. Vous avez parlé des boursiers. Effectivement, j'ai entendu déjà Parcoursup impose un quota de boursiers. Ce n'est pas Parcoursup qui impose un quota de boursiers. C'est le rectorat. C'est le rectorat. Tout voilà, on le précise, c'est dit. Non, c'est le rectorat. Donc, allons quand même dans les contraintes, parce qu'on adore Parcoursup, mais on a quand même quelques contraintes, et vous en avez. Quelles sont-elles, ces contraintes ? Alors, je dirais que les contraintes, mais c'est un peu... Je vais juste préciser, on entend des bruits de chaises, de table. Oui. Au-dessus, il y a une salle de classe, une salle de cours. C'est comme ça, on est dans une université. Donc, on y va. Ok. Les contraintes, le problème, c'est qu'à la fois, je peux en parler, à la fois, je vois pas très bien comment on peut trouver des solutions. Les contraintes, c'est le timing, en fait. Calendrier. Le calendrier qui est imposé par Parcoursup. Il est extrêmement serré. Entre le moment où on a accès au dossier et le moment où on doit rendre notre classement à Parcoursup, il se passe assez peu de temps et on aimerait bien avoir plus de temps. Mais le problème, c'est qu'on conçoit très bien qu'il vaut mieux donner le plus tôt possible des réponses aux lycéens. Parce que sinon, les faire attendre trop longtemps et que la procédure dure trop longtemps, c'est très anxiogène. Donc c'est bien de pouvoir donner des réponses aux candidats le plus tôt possible, mais ça nous impose un calendrier qui est un petit peu compliqué. Typiquement, cette année, on va nous donner les dossiers au plein milieu de la première semaine des vacances de printemps des Parisiens. Et on va rendre les dossiers. Il faut qu'on remonte nos classements à Parcoursup, il me semble, autour du 19 ou du 20 mai, quelque chose comme ça. Ok.
Donc en fait, comme tout se passe sur Parcoursup d'un point de vue procédure, ça veut dire que j'avais une question sur les chiffres des années précédentes, les statistiques. Vous, en fait, Parcoursup, le système, a cette information de quel est le niveau du candidat que vous avez accepté et est capable de faire des statistiques sur les bacheliers en fonction des mentions, en fonction si c'est des garçons ou des filles, etc. Ça, en fait, Parcoursup, là, c'est pas à vous de le fournir en complément. Alors, toutes les données qui apparaissent quand on rentre sur Parcoursup, sur l'interface candidat, il y a des données sur les formations. Par exemple, il y a le taux d'accès, le taux d'accès, et puis il y a les données clés de la formation, ou les chiffres clés de la formation. Tout ça, c'est remonté par Parcoursup directement. Voilà, tout ça, c'est remonté par Parcoursup. Donc, c'est pas du déclaratif. C'est pas du déclaratif. Basé sur c'est effectivement basé, c'est-à-dire quand on clique sur le rapport de la campagne précédente, par exemple, il y a le rang du dernier candidat admis en phase principale, etc. Toutes ces informations-là, c'est directement remonté par Parcoursup sur ces données qu'il a de la campagne précédente. Après, nous, de notre côté, on extrait toutes ces données tout le long de la campagne et en plus, on les empile d'année en année pour faire un suivi extrêmement précis, voire même, on fait la corrélation avec la réussite des candidats en L1. Enfin, on a un énorme travail sur la base de ces données, d'où l'intérêt qu'elles soient aussi riches. Et puis, le rectorat aussi fait la même chose, parce que par exemple, tous les ans, on a une réunion à l'automne avec le rectorat pour parler de la campagne précédente, au cours de laquelle, justement, on va discuter de est-ce qu'on a bien atteint notre taux de boursiers, etc. Et donc, le rectorat aussi utilise ces données pour faire ses propres tableaux, analyses, etc. Donc, c'est une source d'information extrêmement riche. Mais en tout cas, tout ce qui est sur Parcoursup, en termes de données, est fiable, remonté par Parcoursup, c'est pas du tout déclaratif. Qu'est-ce que vous avez comme possibilité de choix, de critères possibles quand vous voulez exprimer le profil de l'élève que vous recherchez ? L'idée de Parcoursup, c'est de rendre les choses quand même les plus simples possibles pour le candidat, et donc en particulier que les formations aient une présentation homogène. Et donc quand on nous demande de remplir par exemple les critères d'évaluation, ça doit s'appeler quelque chose comme ça, dans les formations, il y a un canevas qui est prédéfini par Parcoursup. Et notamment, dans ce canevas, il y a un certain nombre de champs qui sont prédéfinis par Parcoursup. Là, je l'ai ouvert, j'ai préparé, j'ai ça sous les yeux. Par exemple, les champs d'évaluation, il y a résultats académiques, compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire, savoir-être, motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet. Et puis, le dernier, engagement, activité, centre d'intérêt, réalisation péri ou extrascolaire. Tout ça, ces champs-là, c'est Parcoursup qui les a définis. Et qui va nous demander à partir de là de pondérer chacun de ces champs et ensuite de définir plus précisément les critères dans chacun de ces champs. Donc par exemple, typiquement nous, pour résultats académiques, on a indiqué qu'un critère important, c'était le niveau en mathématiques, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une formation qui a un fort volet de matière quantitative. Et puis on a mis aussi que de toute façon, le niveau dans toutes les autres matières était très important. Et on va vous demander, en troisième lieu, de préciser qu'est-ce qu'on regarde dans les dossiers pour évaluer ces choses-là. Par exemple, niveau en mathématiques, on va dire que nous, on tient compte des notes des classes de première et terminale et des épreuves pour les lycéens et bacheliers. Et ensuite, on va vous demander de dire le degré d'importance de ces critères. Est-ce qu'ils sont essentiels ? Est-ce qu'ils sont... je ne sais plus quels sont les items prédéfinis. Il y a très important, essentiel, ou important, ou moins important. Est-ce que dans ces critères, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, qui sont... et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, est-ce que le rang de l'élève fait partie des propositions, le rang de l'élève dans sa classe ? Alors, nous, typiquement, on n'a pas précisé qu'on allait jusqu'au rang, mais ce sont des éléments d'appréciation. Ce sont tous les éléments qu'il y a dans la fiche à venir, en fait. Le rang, il est dans la fiche à venir. Il ne concerne que la classe de terminale. Vous pourriez choisir tout à fait. de baser sur votre première analyse, peut-être, sur ce rang-là, si vous en aviez envie. Tout à fait. Ça serait possible. Oui, voilà. C'est possible. Est-ce que, on va aussi une autre donnée importante, le nom de l'établissement de provenance ? Alors, le nom, on n'est plus dans les critères là, on est dans le dossier. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier ? Donc, si on finit peut-être sur les critères, Okay. vous avez une liste, vous pouvez en sélectionner, les pondérer, préciser ce que vous allez regarder dans ce dossier, pour que Parcoursup, l'objectif de ça, c'est quand même que Parcoursup vous livre, in fine... Absolument pas.
vous sélectionne, vous trie? Non, Parcoursup ne fait rien. Parcoursup ne trie rien du tout. D'accord, c'est votre vision des dossiers? C'est en fait l'objectif de ça, c'est que je suis un candidat. Je vais regarder la formation. Donc la formation dans laquelle j'interviens, c'est la licence de sciences des organisations. Et je vais voir que le niveau de mathématiques est très important et que pour évaluer ce niveau de mathématiques, on tient compte des notes de première et terminale. Par exemple, en quoi ça m'intéresse en tant que candidat? Ça m'intéresse parce que, imaginons, j'ai été quelqu'un qui a été hyper bon en terminale. Je suis hyper bon en terminale, là, j'ai des notes vraiment stratosphériques. Mais j'ai pas un super dossier en première. Donc là, déjà, je peux me dire, ouais, bon, je suis un petit peu handicapée par rapport au fait que j'avais pas des très très bonnes notes en maths en première. Donc ça, c'est un petit point d'alerte. Un candidat qui verra que lui, pour le coup, il a complètement abandonné les maths, il fait pas de maths en terminale, il a choisi d'autres spécialités, il a pas pris l'option maths complémentaire, il se dira, ouais, c'est peut-être pas une formation faite pour moi. A contrario, soyons plus optimistes, nous on dit clairement que les engagements, activités, centres d'intérêt, réalisation péri ou extrascolaire, c'est très très peu pour nous. C'est quasiment rien, c'est 5% dans notre évaluation générale. Pourquoi ? Parce que réaliser des centres d'intérêt et avoir des activités et des réalisations péri ou extrascolaires super sexy à 18 ans, c'est quand même très conditionné par son milieu d'origine. Et donc on ne veut pas donner de poids exagéré à tout ça. Et donc, un candidat qui va voir ça, et qui est un candidat lambda qui, lui, il n'est pas délégué de classe, il n'est pas dans une association, il n'a pas fait le tour de la Terre 3 fois avec ses parents, et donc il ne peut pas dire qu'il est passionné de voyage, etc., va se dire, c'est chouette dans cette formation, ça ne va pas m'handicaper de ne pas pouvoir raconter les choses merveilleuses que je fais en termes d'engagement associatif et citoyen. Voilà. Et donc, c'est à ça que ça sert, ces critères. C'est pour que les candidats... Normalement, nous, par exemple, quand ils voient que les résultats académiques comptent pour 75%, on doit se dire, ok, c'est quand même une formation très sélective, qui sélectionne beaucoup sur les résultats académiques. Il faut vraiment que j'ai un bon profil et des bonnes notes et que je sois dans les premiers de ma classe, en fait. C'est à ça que ça sert. Après, il y a concrètement comment on opère la sélection. Alors, par exemple, typiquement, puis ces résultats académiques, on va prendre les notes de première et terminale, et puis on va pondérer ces notes à notre sauce, pour en tirer un score qui va servir à préclasser les candidats. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les pondérations exactes et comment on pondère les maths ? Parce que ça s'appelle c'est la liberté des commissions d'examen des vœux qui a à voir avec la liberté des jurys qui est définie dans le Code de l'éducation et qui fait qu'on n'est pas tenu d'aller dans ce degré de détail. Et parce qu'il y aurait même un côté un peu dangereux à aller dans ce degré de détail. Parce qu'après, si on commence par dire, voilà, il faut que vous preniez telle note, avec telle pondération, etc., les candidats, ils vont faire ça à l'avance, presque. Et ensuite, si on n'en prend pas, on va dire, je comprends pas, parce que moi, j'ai calculé mon score suivant vos règles, et normalement, je devrais rentrer à Dauphine. Donc, on n'a pas à rentrer dans ce degré de détail. Donc, les critères dans Parcoursup, ça sert à ça. Et pourquoi ils sont pas plus détaillé que ça, parce que on doit garder une certaine liberté, ne serait-ce aussi que parce qu'on peut changer d'une année sur l'autre, on peut se dire finalement cette année on va mettre un petit peu plus de poids sur ça, dans les résultats académiques, un petit peu moins, etc. Mais une chose à laquelle ces critères ne servent pas, Parcoursup ne les utilise pas pour pré-trier les dossiers. Tous les dossiers nous sont transmis. Et nous devons regarder tous les dossiers. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'un candidat qui aurait, par exemple, qui serait complètement littéraire, qui aurait abandonné les maths, depuis la seconde même, et qui d'ailleurs n'était pas du tout bon en maths en seconde, n'a pas du tout d'appétence pour les matières scientifiques. Normalement, il ne rentre pas dans nos critères. Mais ça, c'est pas grave. On doit le considérer... Parcoursup nous transmet cette candidature au même titre que toutes les autres. Et on doit l'étudier au même titre que toutes les autres. Parcoursup ne pré-trie pas les dossiers. Il ne vous les donne même pas dans un ordre qui correspond à vos critères pondérés, etc. Non. D'accord. Je ne sais pas dans quel ordre. D'ailleurs, je ne me suis jamais posé la question, mais je pense que l'ordre dans lequel on les reçoit, c'est par un ordre de numéros. Je ne sais pas si les numéros étaient choisis complètement aléatoirement ou si c'est par ordre de confirmation des vœux, peut-être. Je ne sais pas du tout. Et vous, de toute façon, vous ne vous basez pas sur l'ordre, vous ne les prenez pas un par un, parce que vous faites votre score. Alors, de toute façon, d'abord, on fait un tri, c'est-à-dire qu'on a des populations hétérogènes. Il s'agit de comparer des gens qui sont comparables. Donc, on fait un tri, en général, par type de bac. Les lycéens qui préparent un bac français, bac général, bac technologique, bac professionnel. Les
candidats déjà titulaires du bac, parce qu'on en a beaucoup, des candidats en réorientation, donc qui ont déjà une première expérience, au moins une première année dans l'enseignement supérieur. Mais on a aussi des candidats qui préparent un bac international, qui préparent un bac européen, qui préparent un bac franco-allemand, et des candidats étrangers, c'est-à-dire par exemple des binationaux qui sont au lycée aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, que sais-je encore. Et donc évidemment, on ne va pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc on va commencer par trier ces différentes populations. Donc les lycéens qui préparent le bac général français, eux, on peut les comparer. C'est-à-dire on peut extraire de leur bulletin les notes, faire le score et faire un préclassement. Les autres, on va être obligé de rentrer plus qualitativement dans les dossiers. Donc c'est comme ça qu'on commence ce tri en fait. Mais tous les dossiers nous sont envoyés par Parcoursup. Parcoursup ne fait absolument pas de sélection, ne sélectionne rien. Parcoursup, c'est une plateforme de candidature. Je pensais qu'ils vous prémâchaient un peu le travail quand même. Non, ils ne prémâchent pas le travail, pas du tout. Très bien, ok. Pas du tout. Et c'est normal d'ailleurs, parce que c'est bien que ce soit les établissements qui aient complètement la main là-dessus. Le décalage des spécialités, des épreuves de spécialité, j'imagine, était dans les critères objectifs, comparables nationalement. Là, le redécalage en juin, peut-être, vous enlève une importance d'un de ces critères. Alors oui, c'est effectivement problématique. C'est-à-dire que nous, les résultats académiques, on est obligé de se baser quasi exclusivement sur les notes de contrôle continu. Il n'y a que les notes de français. Alors, excepté pour les candidats en réorientation, donc j'alerte justement les candidats en réorientation sur le fait que il faut quand même continuer à avoir des bonnes notes au dernier trimestre de terminale et de bonnes notes de spécialité etc. en philo et au grand oral, parce que ça, en revanche, ça rentre dans le dossier Parcoursup si on veut si on veut se réorienter. Voilà, donc c'est pas quelque chose à négliger en fait. Nous, on a tous les ans sur 10 000 candidats, il y en a peut-être 1 500 qui veulent se réorienter chez nous, qui sont en particulier partis en prépa, qui n'ont pas été très heureux en prépa et qui finalement veulent venir à Dauphine. Donc oui, c'est un problème, c'est d'autant plus un problème qu'il y a une inflation des notes de contrôle continu. Donc dans un monde dans lequel tout le monde a 19, si on a 18, on n'est pas sûr d'être pris. Donc voilà, ça c'est problématique. Mais là, j'ai pas la solution et en fait, c'est pas lié à Parcoursup en fait. Justement, l'inflation des notes, le contrôle continu, les établissements pas forcément comparables les uns aux autres, à quel moment ça rentre dans vos critères ? Alors ça rentre pas. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des établissements qui notent plus sévèrement que d'autres, certainement. Mais de même qu'il y a de l'hétérogénéité inter-établissement, il y en a intra-établissement. Dans les lycées, il y a toujours Madame X qui note beaucoup plus durement que Monsieur Y, et donc on n'est pas content d'avoir Madame X en terminale parce qu'on va avoir des mauvaises notes en maths et que, voilà, forcément, pour Parcoursup, voilà, je sais ça. Après, donc déjà, si on devait adresser ce problème, il faudrait le faire aussi éventuellement au niveau à l'intérieur des établissements. Alors après, à l'intérieur des établissements, on a justement la moyenne de classe quand même, on a le rang dans la classe qui permet un petit peu de moduler la note brute. Mais alors après, le problème, c'est que du ressenti. C'est pas objectivé. C'est-à-dire, moi, j'entends bien, on me dit « Ah, dans mon lycée... parce que j'ai autour de moi des lycéens et des parents de lycéens. Ils disent « Ah, dans le lycée de mon enfant, il note super dur, etc. » Mais moi, on n'a pas un critère, une donnée objective. On n'a pas, le ministère ne nous fournit pas un classement des établissements dans lequel on aurait de temps à temps, c'est les établissements qui notent sévèrement, puis de temps à temps, les établissements qui notent moyennement, etc. Donc, on ne peut pas baser notre sélection sur du ressenti. Par exemple, typiquement, à la journée de porte ouverte, qu'on appelle le samedi des lycéens et lycéennes, tous les ans, il y a une question sur ah, mais comment vous traitez les lycées privés ? Parce que quand même, on note beaucoup plus sévèrement dans les lycées privés. Et puis 10 minutes après, il va y avoir une question sur ah, mais comment vous notez les lycées publics ? Parce qu'on est beaucoup plus sévère que dans les lycées privés. Donc tout ça est du ressenti et on ne peut pas baser notre sélection sur des choses aussi peu objectives. La seule chose qui est un petit peu objective, c'est prendre en compte éventuellement des critères du type taux de réussite au bac ou taux de mention, etc. Où là, ça donne un peu une idée du niveau de l'établissement. C'est-à-dire un établissement dans lequel tout le monde aurait 20, mais qui n'aurait pas de si bons résultats au bac.
on pourrait se dire, bon bah voilà, ils surnotent un peu. Mais d'un autre côté, c'est moins vrai maintenant parce que le bac, c'est quasiment plus que du contrôle continu. Donc c'est un vrai problème. J'ai pas la solution, mais en tout cas, on ne tient pas compte de ce truc très subjectif qui est que certains établissements notent plus durement que d'autres. Est-ce que vous avez la possibilité, dans vos filtres et dans vos tris après Parcoursup, j'ai bien compris, de trier provenance privée, provenance publique ? Vous pourriez le faire si vous le vouliez. Et j'ai une question absurde, mais exprès après. Imaginez quelqu'un comme vous, qui a ce même rôle que vous sur Parcoursup et qui est super fan de son ancien lycée et qui ne voudrait recruter que dans son ancien lycée. Est-ce qu'il pourrait le faire ? Vous avez un nom d'établissement en tête ? Non. Si, on en a tous un en tête en ce moment avec l'actualité. Alors, c'est une forme de discrimination. Ce type de discrimination est possible. Encore une fois, on a tout un tas d'informations dans Parcoursup. On a le sexe, le genre, par exemple, masculin, féminin. On a l'établissement d'origine. On a même, il me semble qu'on a la nationalité ou le pays, tout au moins le pays dans lequel le candidat fait ses études. Mais je crois qu'on a aussi la nationalité. En tout cas, on a son adresse actuelle, donc on peut retrouver où il habite, dans quel pays, parce que nous, on a pas mal de candidats étrangers. On pourrait toujours éventuellement discriminer suivant ces critères. Voilà, donc c'est possible. Après, normalement, quand on s'engage à ne pas le faire. Et si jamais, par exemple, typiquement, on a cette fameuse réunion avec le rectorat pour évoquer un peu comment s'est passée la campagne, j'imagine que si on avait des distorsions trop importantes dans notre sélection, ils finiraient par le voir et ils nous taperaient sur les doigts. De même que j'imagine qu'ils doivent surveiller la répartition par genre, notamment qu'il n'y ait pas trop de déformation en faveur de filles ou de garçons, etc. Alors nous, il se trouve qu'on a un établissement où il y a les candidats sont majoritairement des candidates. En tout cas, les candidates classées, c'est-à-dire les bons élèves sont des bonnes élèves, en fait. Mais voilà, enfin, toutes ces caractéristiques pourraient être utilisées pour faire de la discrimination, mais on s'engage à ne pas en faire. Vous avez signé une charte, en fait ? Exactement, tout à fait. Au début, de toute façon, on est des enseignants-chercheurs, on est des fonctionnaires, enfin en tout cas dans mon établissement. Donc ça nous oblige en fait à respecter tout un tas de choses et notamment de ne pas avoir des pratiques, ça s'appelle les pratiques discriminatoires en fait. Et donc, on s'engage à ne pas avoir des pratiques discriminatoires. Donc, ces informations, on les a, mais on ne doit pas les utiliser à des fins discriminatoires. Donc, on a les lycées de provenance, on a le genre, on a des... Voilà. Vous n'avez pas le prénom ni le nom, je crois. On n'a pas le prénom ni le nom, sauf si on est une formation qui fait passer des oraux. Non, ou des oraux. Et des oraux aussi. Voilà, ou des épreuves écrites. Nous, on a une formation, par exemple, qui fait passer des oraux. Et donc là, à ce moment-là, pour les organiser, il faut bien avoir les coordonnées des candidats. Et donc, il y en a le nom et le prénom. Mais non, on n'a pas le nom et le prénom. Est-ce que vous voyez, là on est le 8 février, donc ça veut dire que les candidats peuvent commencer à saisir dans l'interface vos formations. Certains sont peut-être très en avance, ont déjà tout préparé, ont peut-être confirmé leurs vœux. Est-ce que ça, vous pouvez voir dans une interface en disant, il y a 3 candidats, vous avez 12 dossiers, 28 dossiers, 10 000 dossiers. On regarde le nombre global de candidats pour voir comment ça avance, par curiosité, mais après, ça va pas plus loin parce que ça sert à rien de commencer le travail alors que les candidatures sont pas finalisées. En fait, les dossiers sont accessibles le 9 avril. Donc avant, ça sert pas à grand-chose de regarder juste une sous-population, en fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que la sélection soit juste, il faut qu'on compare des populations comparables et tous les dossiers complets. Donc on va attendre d'avoir complet les 8000 dossiers, par exemple, de nos candidats lycéens pour pouvoir les comparer entre eux. Si vous vouliez aller lire une lettre de motivation avant, ça serait pas possible ou ça serait possible ? Je pense que c'est pas possible parce qu'encore une fois, on a accès au dossier le 9 avril. Mais j'avouerais que je me suis même jamais posé la question parce que je verrais pas vraiment l'intérêt en fait encore une fois de commencer. Ça sert à rien de commencer avant que tout le monde soit sur la ligne de départ en fait. Voilà. Une question sur les dossiers qui vous arrivent. Vous confirmez que vous ne voyez pas s'il y a un projet de césure avant l'acceptation du candidat ? Non, alors ça c'est une des données qui est effectivement masquée. Pas le lycée de provenance, mais ça on n'y a pas accès.
La fiche à venir, elle est, dans mon souvenir, elle est quand même rentrée par le lycée directement sur l'interface. Elle arrive, le candidat ne l'a pas vue, les formations la voient avant le candidat. On est d'accord que les formations ne voient pas les autres vœux du candidat et du coup la fiche à venir des autres vœux non plus. Non, pas du tout. Non. On ne voit que ce qui concerne notre formation. Donc il y a plusieurs formations dans l'établissement qui sont sur Parcoursup et donc on a des responsables Parcoursup, notamment à la direction formation vie étudiante et à la direction d'aide à la prévision. Eux, ils ont bien évidemment une vision transversale, mais les commissions d'examen des vœux, on n'a accès qu'au dossier des candidats qui ont candidaté dans notre parcours, pas les autres, et a fortiori encore moins les autres vœux dans les autres établissements. D'accord. Ça veut dire qu'au sein d'un même établissement, s'il y a plusieurs formations proposées, vous pourriez avoir une indication de tel candidat a candidaté dans plusieurs de nos propres formations. Au niveau le plus haut, ils ont cette information-là, mais encore une fois, au niveau de la commission d'examen des vœux, on ne l'a pas. Donc en fait, on doit considérer chaque candidature, indépendamment du fait qu'éventuellement, le ou la candidate ont candidaté ailleurs chez nous. Et donc on peut très bien, par exemple, avoir une proposition dans tous les parcours, si on a candidaté dans tous les parcours. C'est pas parce qu'on a candidaté dans un parcours chez nous que la candidature sera pas examinée dans l'autre. Enfin, c'est indépendant. Je comprends. Voilà. Parce que, encore une fois, ça répond on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais un des avantages quand même de Parcoursup par rapport à APB du point de vue des candidats, c'est le fait de ne pas hiérarchiser ses vœux. Donc ça oblige les établissements à regarder toutes les candidatures et de faire comme si tous les candidats qu'on a devant nous n'avaient qu'une envie, c'était de venir chez nous, alors que c'est pas le cas. Certains nous ont choisis dans leurs vœux, mais on n'est pas leur premier choix. Ils vont aller ailleurs. Mais c'est pas grave, on est obligé de faire comme si ils voulaient tous venir chez nous. Les lettres de motivation, alors, vous savez qu'on s'adresse aux parents, les parents y consacrent un certain temps, souvent à la place de leur enfant. Il y a maintenant ChatGPT et d'autres IA qui vont sûrement un peu aider. Dans quelle mesure est-ce que vous les lisez, les considérez ? Comment est-ce que vous pouvez détecter que c'est pas ChatGPT qui l'a écrit ? Alors, on en tient très peu compte, justement pour cette raison. Et avant même ChatGPT, on savait déjà très bien que c'était les parents qui écrivaient la plupart des lettres. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on ne s'attend pas à ce que quelqu'un de 18 ans, 17 ans, 18 ans, soit en capacité de nous dire des choses très originales sur la raison pour laquelle il a envie de venir chez nous. D'autant plus qu'on est un établissement, donc la formation dans laquelle j'interviens, elle est pluridisciplinaire en sciences des organisations, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose pour quelqu'un de pas très informé. Alors quand on y regarde de plus près, on pourrait nous comparer aux formations un peu d'économie-gestion ou aux formations de type Sciences Po avec un peu plus de quantitatif. C'est pas quelque chose qu'on rêve de faire quand on est petit. Donc quand on candidate pour une école de design, par exemple, j'imagine que les commissions d'examen des vœux dans ces écoles s'attendent à ce qu'on explique pourquoi on est passionné de design et on a vraiment envie de faire du design. Nous, si les candidats nous disent qu'ils sont passionnés de finance depuis tout petit, on se doute bien que c'est très très largement exagéré. Donc en fait, déjà, même avant la possibilité de les faire écrire par des IA, on en tenait très peu compte. Sauf pour quelques populations très spécifiques, justement, encore une fois, les candidats en réorientation. Donc là, on s'attend quand même à ce qu'ils nous expliquent avec sincérité pourquoi ils veulent se réorienter. Et les candidats étrangers qui peuvent nous expliquer pourquoi ils souhaitent faire des études en France chez nous. Mais en dehors de ces cas-là, sincèrement, pour en avoir lu beaucoup, des lettres de motivation, elles se ressemblent toutes. Elles ne disent rien d'original et rien qui peut faire ressortir la candidature d'un candidat. Voire même, ça ressort quand c'est moins bien écrit. Parce que là, au moins, on se dit que c'est sincère et que c'est le candidat qui l'a écrit tout seul. Quand c'est trop bien écrit, on savait déjà que c'était écrit par les parents. Donc on en tient un peu compte. Donc mon conseil aux parents, c'est d'arrêter de se prendre la tête sur les lettres de motivation, en tout cas chez nous. Voilà. Je généralise pas, parce que, encore une fois, si on veut devenir kiné, il faut expliquer pourquoi on a envie de devenir kiné, ou si on veut être vétérinaire, c'est une passion vraisemblablement, il faut expliquer pourquoi on veut devenir vétérinaire. Dire qu'on veut venir chez nous parce qu'on est un établissement qui a une excellente réputation et qu'on a des formations d'excellence, etc., c'est très gentil, c'est très flatteur. Mais ça ne nous apporte rien par rapport à
la candidature, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. Une fois que vous avez statué sur le fait que ce candidat a le potentiel pour suivre votre formation et donc vous lui faites une offre pour vous rejoindre. Donc là, on est début juin et le candidat a 48 heures, enfin ça dépend, etc. Est-ce que vous avez le moyen de le joindre au téléphone pour essayer de le convaincre ? Non. Et on a l'interdiction de le faire. Ah non, on n'a pas le droit du tout de faire ça. Il me semble qu'on a de toute façon les coordonnées. Nous, comme on n'est pas une formation qui organise un oral ou un écrit, on a les coordonnées au moment où le candidat accepte définitivement son vœu. Donc avant, même quand il a accepté provisoirement, on n'est pas en capacité de le faire, et heureusement. Donc non. Dès le départ, c'est une question qui s'est posée dans le cadre de Parcoursup. L'idée, c'est pas d'avoir une concurrence entre les établissements où on appellerait tous les meilleurs candidats pour les faire venir. Donc non, on n'a pas du tout le droit. Les candidats vraiment se déterminent en fonction de leurs envies, en toute liberté en fait. Pas de pression des établissements. C'est rigoureusement interdit. Je comprends et super, merci. On arrive vers la fin. Quels sont quand même vos conseils pour les parents, à part ne pas écrire la lettre de motivation pour leur enfant ? Quel est leur rôle selon vous, sachant que c'est quand même leur enfant qui va suivre les études, mais est-ce que quand même il y a des choses sur lesquelles ils peuvent aider et accompagner ? C'est une vaste, difficile question. Évidemment, plus on en sait c'est quand même bien de se pencher sur la mécanique Parcoursup, parce que ça, c'est pas forcément simple à comprendre. Quand je dis mécanique, c'est par exemple comprendre le système de la file d'attente, etc. Le fait que, typiquement, on voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux dès le début juin, des parents catastrophés qui s'arrachent les cheveux en disant « mon enfant n'a rien eu sur Parcoursup ». Sauf cas exceptionnel, la convergence pendant la phase d'admission fait qu'à un moment ou à un autre, on devrait avoir un de ces vœux. Et donc, c'est bien de bien comprendre ça, de bien comprendre ces mécanismes et d'aller s'informer, parce que pour le coup, les vidéos et les infographies qui sont fournies aux lycéens et que les parents peuvent consulter, c'est très bien fait. C'est toujours sur la base d'exemples très simples. Ça permet vraiment de bien comprendre sur... normalement, si on a bien regardé, si on a bien suivi, si on a bien compris comment le système marche, le jour des résultats, on va avoir le classement de son enfant dans ses formations. Et si on regarde les données de l'année précédente, on est à peu près en capacité de dire qu'à un moment ou un autre, cette formation-là, tu devrais pouvoir l'avoir, ça a l'air jouable. D'ici le mois de juillet, ça devrait être de l'ordre du possible. Ou alors, évidemment, des fois, on doit dire à son enfant, non, celle-là, tu vois, franchement, t'es vraiment trop mal classée, ça va être très compliqué. Je dis pas qu'on va pouvoir prédire à 100% ce qui va se passer, mais au moins pouvoir bien anticiper et bien comprendre. Et ça, Parcoursup fournit toute la documentation utile pour ça. Mon autre conseil, mais ça normalement c'est quelque chose qui doit être fait par les professeurs principaux et l'encadrement dans les lycées, c'est que 10 vœux et 20 sous-vœux, c'est finalement... en général, c'est suffisant, c'est-à-dire sauf un profil qui vraiment ne sait absolument pas ce qu'il veut faire et hésite entre des trucs tellement différents que 10 vœux, c'est pas suffisant. En général, quand on sait à peu près ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on a un profil, on sait qu'on veut faire des choses plutôt scientifiques ou plutôt littéraires ou plutôt entre les deux, etc. 10 vœux, c'est suffisant. Donc moi, un conseil que je trouve assez simple, c'est que 10 vœux, ça permet d'en mettre un ou deux qui sont des vœux, des rêves inaccessibles, qui paraissent inaccessibles. Voilà. Dans un monde parfait où on pourrait accéder à tout, voilà, ça c'est vraiment les formations de rêves que j'aimerais faire, mais je sais qu'elles sont super sélectives, mais c'est pas grave, il faut quand même tenter. Et puis on fait une série de vœux raisonnables, et puis ensuite on fait des vœux beaucoup moins sélectifs, histoire d'avoir un plan, un petit backup, et de voilà. Et enfin, le dernier conseil, c'est que même si votre enfant n'a pas son vœu préféré sur Parcoursup, c'est pas la fin du monde, dans le sens où
ce qui va compter quand on va terminer ses études et qu'on va rentrer dans la vie active, ce que vont regarder les recruteurs, c'est votre dernière formation. Et on peut très bien avoir un vœu qui paraissait moins séduisant initialement. Par exemple, pas sa fac favorite. Mais si on est très bon en licence, par exemple, et qu'on performe bien, eh bien, on va pouvoir accéder à des super masters et on va faire finalement finir avec une très très belle formation qui va vous ouvrir toutes les portes de la vie professionnelle. Donc il faut aussi rassurer ses enfants sur le fait que il y a encore du chemin devant. Il y a de plus en plus de passerelles dans l'enseignement supérieur entre les formations. Nous, en master, on a des étudiants qui sont partis je finis par m'y perdre avec tous ces cycles qui changent, mais en DUT ou en IUT, ou en tout cas en formation plus technique, et qui finalement viennent chez nous pour faire un master et qui sont brillants et qui ensuite ont accès à toutes les professions qu'ouvre notre établissement. Donc il y a plein de passerelles. Il y a plein de possibilités de montrer sa valeur dans l'enseignement supérieur et d'être très performant et de bien s'investir dans ce qu'on fait. Et Parcoursup, c'est pas la fin, en fait. Voilà. Et alors évidemment, là où c'est très compliqué, c'est quand on a un enfant qui sait pas du tout ce qu'il veut faire, qui a aucune idée, qui n'a pas de préférence, voilà. Et là, j'ai pas trop de conseils à donner, à part essayer de l'orienter vers des choses assez générales. Alors nous, par exemple, on a une formation plutôt généraliste, qui ouvre à beaucoup de choses après, mais néanmoins qui est quand même très sélective. Donc il faut être très très bon au lycée. Mais sinon, voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. Et par ailleurs, je finis quand même parce que... Et puis, il faut aussi commencer à laisser prendre son envol à son enfant, parce que quand il sera dans l'enseignement supérieur, nous, on considère qu'on a en face de nous des adultes, alors des adultes très très jeunes, certes, qu'on a besoin d'accompagner. Nous, on est un établissement dans lequel l'accompagnement est très important. On fait de l'enseignement en petits groupes, par exemple, on est un peu comme au lycée. Mais néanmoins, ce sont des adultes, il n'y aura plus de conseils de classe, il n'y aura plus de bulletins, il n'y aura plus... Donc, il faut commencer à se mettre à lâcher du lest un peu et à laisser son enfant faire ses choix. Sachant que l'orientation, normalement, c'est quand même aussi le rôle du lycée, de l'établissement, qui sont censés être au courant de quelles sont les formations accessibles, etc. Et donc, il faut aussi faire un peu confiance à la formation par les pairs aussi, entre eux. Ils se parlent beaucoup au moment de Parcoursup. Donc, voilà, il faut faire un petit peu confiance. Dernière question, avant ma dernière question. Donc, avant-dernière question. La fiche à venir, si le lycée vous indique que le vœu pour votre formation ne semble pas être cohérent, ne semble pas être bénéfique pour l'élève, est-ce que ça, c'est quelque chose chez vous qui a une importance forte, ou est-ce que vous pouvez être capable de passer tout à fait outre cette recommandation du lycée ? Alors, c'est toujours intriguant d'avoir quelque chose comme ça, parce que j'ai envie de dire, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plutôt des élèves qui sont très fragiles scolairement, et pourtant l'établissement va dire que c'est un vœu tout à fait cohérent, alors qu'en fait, il n'a pas beaucoup de chance de rentrer chez nous compte tenu des notes. Ça va nous alerter sur le fait qu'il y a un problème. Alors, soit le problème, c'est que justement le dossier est fragile, mais donc à ce moment-là, comme les notes comptent beaucoup, de toute façon, le dossier va être écarté plutôt en vertu de la faiblesse des résultats académiques. Et on peut imaginer un dossier de quelqu'un de brillant qui a des super notes et des très mauvaises appréciations dans sa fiche à venir. Bah là, on va aller fouiller un peu. Et en général, ça arrive, c'est très très rare, mais ça arrive, et c'est lié à des problèmes de comportement, en fait. Un candidat qui a vraiment été en but avec son équipe pédagogique et la direction de son établissement. Parce que sinon, c'est assez cohérent. Voire même, les établissements ont tendance à un peu encourager, ne pas vouloir freiner leurs élèves et donc valider le vœu quand bien même il est un petit peu fragile. Alors maintenant, c'est ma vraie dernière question. Je vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous voulez faire pour Parcoursup ? En fait, Parcoursup, je pense qu'il y a... Je vois pas trop, en fait. Je trouve que la plateforme, encore une fois, en tant que plateforme de candidature et d'affectation, c'est un bel outil.
J'ai cru comprendre que, par exemple, typiquement, mon master posait un certain nombre de problèmes que ne pose pas Parcoursup. Enfin, les moyens qui ont été mis sur Parcoursup, qui ont été déployés, a priori, ont été très importants. Et c'est une... Alors, il faut dire que nous, on est rentrés à Parcoursup l'année 2, pas la première année. Donc, je crois qu'ils ont un peu essuyé les plates la première année. Mais depuis, c'est vraiment un outil fiable, utile. Et la volonté, c'est vraiment d'être au bénéfice du candidat, en fait. Ça va vraiment dans le sens de plus de transparence, faciliter la candidature, etc. C'est vraiment au bénéfice du candidat. Donc, en fait, moi, j'utiliserais ma baguette magique pour d'autres choses. Enfin, en fait, le problème, c'est pas Parcoursup. Le problème, c'est le manque de place dans les formations en général et dans les formations sélectives en particulier. Nous, il y a beaucoup plus de bons candidats qui veulent venir chez nous que nous n'avons de place. Et donc, avec ma baguette magique, j'investirais plus dans l'enseignement supérieur, qui est en sous-investissement chronique. Et puis, mon inquiétude, et je pense que je ne suis pas la seule, enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est justement cette question de l'absence de notes sur des épreuves nationales. Il y a une tentation des établissements sélectifs à mettre en place des épreuves écrites, voire de réintroduire des concours. Sciences Po en a parlé. Nous, on s'interroge. Et en même temps, si toutes les formations sélectives font leurs propres épreuves écrites ou des concours, la vie des candidats au mois d'avril-mai va devenir un enfer. Et les concours, sont des barrières à l'entrée très fortes. En général, les épreuves écrites sont payantes. Il faut se déplacer pour aller passer son concours. Enfin, c'est un problème. Donc, en fait, la disparition des épreuves nationales du bac est un problème pour la sélection. À l'étranger, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, on a toujours des épreuves nationales qui vont être utilisés par les universités pour sélectionner, qui sont des signaux très forts. Nous, on a de moins en moins ça. Alors, on ne l'avait pas avant, parce que les résultats du bac intervenaient trop tard. Mais justement, la réforme nous promettait d'avoir... au tout début de la réforme, on devait même avoir des épreuves communes de contrôle continu, les épreuves de spécialité, etc. Et maintenant, on n'a plus rien. Il reste les épreuves de français. Donc, voilà, ça, c'est et en même temps, ce n'est pas possible de décaler la procédure parce que vous avez besoin de vous organiser avant la rentrée, quoi. Il faut peut-être inventer autre chose. Alors là, je suis désolée, je suis très bavarde et je vais peut-être dire des trucs complètement absurdes, mais qui vont paraître absurdes, mais on pourrait imaginer des épreuves nationales qui portent pas sur toute l'année de terminale, mais qui se portent sur l'année de première, par exemple, et sur le premier trimestre de terminale, et qui sont des épreuves nationales un peu dures, qui seraient pas le bac, qui seraient des épreuves nationales d'entrée dans l'enseignement supérieur, un peu difficiles et discriminantes, et qui permettraient, en fonction de ces résultats, de savoir, moi j'ai eu des super notes à mes épreuves qu'on dirait anticipées, et donc ça va me permettre de postuler à telle ou telle formation très sélective. C'est un peu le cas. Il me semble qu'en Angleterre, les épreuves des A-Levels se sont très tôt, en fait, dans la dernière année au lycée. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est pas moi qui vais... Je ne sais pas si le ministère... Ça, c'est l'éducation nationale. Voilà, exactement, c'est l'éducation nationale. Je veux bien en discuter avec l'éducation nationale s'ils veulent me demander mon avis, mais et puis, il y a peut-être d'autres choses à imaginer. Mais en tout cas, oui, c'est un problème, encore une fois. Dans une phase de Parcoursup qui est invisible pour les candidats, enfin, pour la plupart des candidats, c'est l'après. C'est en aval, pendant tout l'été, on répond à des demandes des réclamations des candidats qui nous demandent pourquoi ils n'ont pas été pris, et donc on est tenu de leur répondre, on le fait. Et c'est parfois très compliqué parce qu'il faut expliquer à un candidat qui a des très très bonnes notes, qui a 15 de moyenne à peu près dans toutes les matières, que certes il est très bon, mais qu'ont été classés devant lui tous ceux qui ont 17, 18, 19 et 20, et maintenant il y en a. Je ne vais pas faire ma boumeuse, mais de mon temps, quand on avait 14 de moyenne, on était premier de la classe, en fait. Maintenant, alors, d'ailleurs, de toute façon, les notes aux épreuves de spécialité de l'année dernière étaient stratosphériques. Nous, nos candidats, ils avaient de toute façon tous 19 ou 20. Donc, ce n'était pas du tout discriminant. Donc, voilà, c'est un vrai problème. On conclut là, on a fait le tour.
Ok, ça marche. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. De rien. Et bon courage à tous les candidats et à leurs parents. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.